Portant sur l'hygiène bucco-dentaire à travers bien évidemment les dents de lait. Je rappelle que demain on reviendra par contre sur les crises d'angoisse. On s'en excuse encore, mais à culpa. Mais bon, demain sera un autre jour et on vous parlera bien évidemment de ces crises d'angoisse, et ceux qui en souffrent pourront bien évidemment savoir de quoi est-ce qu'on parle. Alors, nous allons marquer un arrêt, mesdames et messieurs, pour aller du côté de Yaoundé, retrouver Ghislain, Pierre et Sono pour la livraison du jour. En ce qui concerne la revue de presse, c'est le moment de s'informer, c'est le moment de prendre le pouls de l'actualité entre Douala et Yaoundé. Mais allons du côté de Yaoundé, c'est toujours un cœur enflammé de joie que nous vous passons le témoin. Ghislain, Pierre et Sono, bonjour et surtout bienvenue parmi nous. Bonjour Fidjil, bonjour également à la bienheureuse Patricia. L'état de mon cœur, vous le connaissez, il est enflammé de joie. Quand il faut vous accueillir à Yaoundé, la capitale gabonaise, je vous accueille ainsi le cœur enflammé de joie, comme je le fais également à l'adresse de nos millions de téléspectateurs. J'aime à le dire ainsi, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cette session, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Et j'ajoute nulle part ailleurs. Les séparatistes ont encore frappé fort dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais pour commencer ce matin. Aussi grave qu'inattendu, eh bien, le kidnapping concerne 6 fonctionnaires de la République du Cameroun. Ils ont donc été kidnappés hier. C'était dans le département d'India. Nous sommes dans la région du sud-ouest camerounais. Nous étions le 15 juin dernier. Rapporte justement de Guadan Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. Eh bien, lorsque 6 délégués départementaux des administrations publiques se sont vus enlever, un enlèvement sitôt revendiqué par les Ambabos. Pour l'heure, ils demandent une rançon contre leur libération. Signale encore de Guadan Post édition de ce jour. Quant aux kidnappés, l'heure est plutôt à la prière et les familles sont dans les mois qui est décrit ce matin par le quotidien de Guadan Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant qui parle ainsi des mois total dans l'Ondian, un département de la région du sud-ouest camerounais qui a donc vu être enlevé 6 fonctionnaires, on va dire 6 hauts fonctionnaires de la République du Cameroun, puisque tous sont des délégués départementaux dont du Ndian. Et moi également à Douala, la capitale économique hier au quartier dit Bepanda, avec cette chute mortelle d'un élève dans un collège privé de ce côté-là. L'information est portée par le quotidien camerounais à capitaux public, Cameroun Tribune édition de ce jeudi. Un enfant d'une dizaine d'années seulement est tombé du 3e étage de son établissement scolaire, selon les termes de Cameroun Tribune. C'était, je l'ai déjà indiqué, au quartier Bepanda du côté de Douala. Il en est malheureusement mort. Pour éviter la mort due au Covid-19, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, aux côtés de qui se trouvait le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique, était face à la presse hier à Yaoundé. Les 2 membres du gouvernement s'entretenaient étroitement avec la presse, le temps d'exhorter les Camerounais à se faire vacciner et à rompre la méfiance qu'ils affichent manifestement vis-à-vis du vaccin anti-Covid. Des préjugés jugés pas du tout bons, le point de presse visait justement à les dissiper. Cameroun Tribune espère une ruée des Camerounais vers le vaccin. Il leur demande de ne pas avoir peur, d'où d'ailleurs la titraille principale. Peur du reste sur la cité du côté de Nanga et Boko. Pour ce qui est des soins de santé de ce côté-là, l'hôpital est là, mais son fonctionnement fait face à un néo. Oui, fait face à un néo, puisqu'ici, l'on vit essentiellement des coupures intempestives en matière d'énergie électrique et cela manque beaucoup, autant qu'il y a l'absence d'eau potable pour pouvoir alimenter l'hôpital de Nanga et Boko. Pour une formation sanitaire elle-même déjà vétuste au plan donc des infrastructures, signal Éco-Santé, édition de ce jour. Regard du monde en kiosque parle également de la même thématique et lui aussi est allé faire un tour du côté de Nanga et Boko, chevet justement de cet hôpital départemental. On parle justement d'une frustration de la part des populations, mais aussi de l'élite politico-économique locale. Les équipements d'imagerie médicale laissent à désirer et le personnel, malheureusement, manque lui aussi à l'appel. À la côté de Batié, nous sommes cette fois-là dans la région de l'Ouest Cameroun. Certains sont des cloches on ne peut plus différents qui viennent de ce côté-là. S'agissant du développement intégré, la République, le journal en kiosque ce jour, croit en cette synergie pouvoir public, élite politico-économique locale de l'arrondissement donc de Batié, comme Emmanuel Nzete, comme Bernard Fongang, questeur au conseil régional,
comme Michel Fongan, comme les autres, eh bien, la vision consiste simplement en un développement au mieux des intérêts des populations via les projets sociaux et économiques. Et ça marche plutôt bien de ce côté-là, conclut ainsi le journal La République. Renouveau Info est également en kiosque. Il fait de la politique pure ce jeudi, le temps justement de jeter un regard panoramique sur les morigans du système BIA. Ces trois figures en une principale n'échappent pas à l'entendement du lendemain politique national. Depuis l'accession au pouvoir de Paul Biya, on s'en souvient, en 1982, ils font partie des inconditionnels, des intouchables et même des incontournables. Signal Info, Renouveau Info. Selon donc une analyse qu'il propose ce matin, question de montrer qu'ils sont toujours là et ils seront toujours là aux côtés du président Paul Biya. Réalité, le journal de Paul Ngouaré qui dit en kiosque cite dans l'ordre des plus récents le ministre en charge de l'administration territoriale, j'ai nommé Paul Atanganji comme pilier du régime et du système BIA. On l'a bien compris, notamment depuis qu'il a été porté aux charges de secrétaire permanent du Conseil camerounais de sécurité, mais aussi comme ministre de la République au poste de MINAT, ministre en charge de l'administration territoriale et donc un haut membre du gouvernement. Et en cette qualité-là, a répercuté les instructions présidentielles aux gouverneurs des régions lors de leur première conférence semestrielle dont on sait qu'elle vient de se tenir, qu'elle vient également de s'achever dans la capitale camerounaise Yaoundé. Maître Alice Kam fait parler d'elle ce matin encore à une principale du journal La Voix du Centre. L'avocate camerounaise avertit que quiconque lui ferait peur, qu'elle ne reculera jamais quant à ses objectifs. Eh bien, ces détracteurs n'ont qu'à bien se tenir, dit-elle. Eh bien, ils n'ont pas le droit, ces détracteurs-là, de la présenter comme étant antipatriote parce qu'elle aura participé à la rédaction d'une lettre au milieu de 20 autres femmes camerounaises, une lettre adressée au FMI, le Fonds monétaire international, et au terme de laquelle ces femmes-là exigeaient un plus grand devoir de reddition des comptes. Elles interpellaient à la fois le Fonds monétaire international, mais également les pontes du régime de Yaoundé, les pontes du système BIA, c'est-à-dire, pour le plus clair, appartenant au RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, le journal du comité central de cette formation politique est en kiosque pour parler ainsi de l'action, puisque le RDPC a appris, selon l'action, à s'impliquer davantage dans la gestion des affaires de la cité, afin que cela ne soit jamais oublié. Le journal L'Action réitère que le parti au pouvoir est non seulement responsable, mais aussi républicain. Je cite là le journal L'Action. Mutation des GAB, Georges-Alain Boyumo, l'édition de ce jour se veut plutôt préoccupée par l'état d'avancement du projet du port de Limbé dans la région du sud-ouest camerounais. Il est caractérisé en l'état actuel des choses par l'inertie, oui, l'inertie, puisque tout le monde avait été content lorsqu'il y a un an, un décret présidentiel de Paul Biya réorganisait l'infrastructure. 12 mois après, aucun acte de matérialisation n'est perceptible de ce côté-là, d'où donc l'inquiétude à la fois des populations, mais également de l'élite politico-administrative de ce côté-là. L'économie quotidienne va rester dans le domaine des transports, mais cette fois-ci, dans le domaine des transports aériens, question d'évaluer un peu la marche du Cameroun en la matière depuis pratiquement 2016 jusqu'à 2020. En tout cas, c'est une tranche de vie qui a été choisie par l'autorité aérienne nationale, l'autorité aérienne nationale, le temps justement d'évaluer quelle a été la marche du Cameroun en la matière, le temps de voir quels ont été les bois et les déboires, mais aussi les avancées du Cameroun en la matière. Trop tard n'est jamais tard. L'autorité aéronautique, et justement, puisqu'il s'agit d'elle, s'est faite sa petite idée là-dessus dans un bulletin statistique, justement, sur lequel a mis la main le journal L'économie quotidienne. Info Matin, c'est le journal de Diedenen Vang. Il parle argent aussi par une évaluation des fonds déjà utilisés dans le grand concert de la riposte camerounaise contre Covid-19. Eh bien, on parle de 147 milliards de francs CFA en deuxième une du journal Info Matin, édition de ce jeudi. On parle donc de 147 milliards de francs CFA sur 180 qui ont déjà été utilisés. Aujourd'hui, il n'en reste que 33 milliards dans les caisses publiques. Sur les 23 ministres ciblés, 14 seraient donc convaincus, je parle au conditionnel, comme le fait également Info Matin ce matin. Eh bien, 14 ministres seraient convaincus de croquer l'argent du peuple. Ils sont d'ailleurs soupçonnés au moins de faute de gestion et on dit également de détournement de fonds publics. Conclut ainsi le journal Info Matin en guise d'évaluation. Première évaluation qui est faite donc de l'utilisation qui a été
qui a été faite de l'argent alloué justement à la riposte camerounaise contre Covid-19. Le journal Élite est en kiosque. Il veut pouvoir montrer le bon côté du gouvernement et pas seulement le mauvais. Eh bien, le local gouvernement abrite dès le 20 juin prochain la 40e Assemblée Générale de Shelter Afrique. Ce sera un rendez-vous on ne peut plus important et justement, ce sera un rendez-vous pour et pour l'habitat, et c'est sur fond de symposium. En tout cas, les travaux seront sous-tendus par un symposium sur l'habitat sur le plan continental, et le Cameroun qui accueille cet événement se veut quelque peu heureux. D'ailleurs, Célestine Ketcha-Courtes, qui est la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement urbain, a simplement déjà futé les armes. Question de relever un défi en termes d'organisation de ce grand rendez-vous continental. Défi actuel s'attelle quant à lui au placement des finances sur le continent africain et même sur la place mondiale. Un coup d'œil sur le tableau de bord de la crypto-monnaie montre que la progression est bondissante pour ce qui est du Cameroun, mais cette modalité en termes de placement des finances va avec beaucoup d'opportunités, mais aussi d'inconvénients qu'il convient de savoir à la lumière des explications qui sont fournies ce matin par le journal Défi Actuel. Et en Côte d'Ivoire, pays voisin et très sœur au Cameroun, du moment où les débats de ce côté-là intéressent très souvent les Camerounais, Laurent Gbagbo est de retour. Le jour du jour s'approprie le sujet pour un essai d'analyse du devenir politique de l'ancien président de Côte d'Ivoire, qui a donc passé une dizaine d'années étant libre derrière les barreaux. Ses partisans sont surexcités, quoi qu'il fasse toujours l'objet d'une espèce de condamnation par la justice ivoirienne. Que va devenir Laurent Gbagbo? Réponse dans le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prochain et dernier rendez-vous de la semaine, demain quand il sera 7h. Et nous serons là, dans les mêmes studios de Canal 2 International. Pour l'heure, partons du côté de Douala par la magie de la technologie Made in Canal 2 pour retrouver l'homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Tipkio, bien installé à Douala. Je lui passe le flambeau, je lui passe le témoin, je lui passe le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala. Bonjour GPE, merci de nous passer le pouvoir ici à Douala et je vous souhaite de passer une très belle journée à Yaoundé. La suite ici, bien, c'est avec le quotidien la nouvelle expression qui nous ramène sur le terrain de la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et les affres de cette crise sur les populations civiles de ce côté. Eh bien, l'armée camerounaise qui a décidé de prendre le taureau par les cornes dans la localité de Kumbo, département du Mbuyi, région du nord-ouest, où prélats et chefs traditionnels sont indexés. Après un mois d'une opération militaire baptisée Kumbo Clean dans le Mbuyi, 2 prélats, un chef traditionnel et certaines élites sont accusés par l'armée d'être de mèche avec les groupes armés séparatistes. Sur place à Kumbo, selon le reporter de la Nouvelle Expression, les opérations qui se poursuivent encore ont déjà fait un mois. 4 soldats tués, de nombreux séparatistes neutralisés selon l'armée, mais le bilan côté population civile n'est pas encore connu et selon le général de brigade Valère Nka, commandant de la 5e région militaire interarmée, Kumbo Clean est une opération instruite par le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées. L'objectif de cette opération est la protection des populations et la pacification du département du Mbuyi, devenu épicentre du conflit séparatiste dans la région du nord-ouest, et de constater effectivement que les populations de ce département ont adhéré plus que les autres à l'idéologie du séparatisme. Malheureusement, non seulement la population y a adhéré, mais même certaines élites à l'intérieur comme à l'extérieur semblent faire corps avec la population pour résister à l'autorité de l'État. Les prélats y participent, les chefs traditionnels y participent également, et on ne sent pas justement l'élite, on sent pas en l'élite un effort pour faire taire cette tendance de la montée du séparatisme. Les détails et le reportage sur le terrain du reporter Frédéric Takan de la Nouvelle Expression, de retour de Kumbo, à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce jeudi. Et la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui se penche également
sur la situation des enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La CDHC qui veut un retour à la vie normale dans le nord-ouest et le sud-ouest à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Célébrée hier, cette commission a interpellé le gouvernement camerounais au sujet de la protection des enfants qui subissent les affres de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans le même temps, l'on apprend que plus de 86 enfants ont été transformés en bombes humaines dans la guerre au septentrion du Cameroun, notamment à l'extrême nord, au cœur des attaques suicides de ces nombreux enfants. Le nombre d'enfants utilisés justement au cours de ces 3 dernières années par les terroristes de la secte Boko Haram, selon l'organisme Plan International qui en appelle à mettre un terme à l'utilisation des enfants dans les conflits armés qui couvrent parfois dans notre pays. Le messager en kiosque ce jour parle également de la crise anglophone avec l'aiguillon du changement. Le journal revisite ici les localités du Cameroun qui subissent de plein fouet les affres de la crise. Existe-t-il un seul coin du pays qui ne ressente pas les effets liés aux troubles dans les 2 régions? Focus donc sur quelques villes, Douala, Yaoundé, Dibombari, Bonaberi, c'est un quartier et localité de la région du littoral. L'ouest du Cameroun également grandement touché avec des localités environnantes comme Bouda, Bayangam et bien d'autres localités qui sont touchées et qui ressentent de plein fouet les effets liés aux troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les détails dans le journal Le Messager de ce jour qui nous parle aussi de cette grève au Madjeni avec le ministre des Travaux publics qui tente de désamorcer la bombe. Emmanuel Nganou-Djoumessi a rencontré les représentants des personnels de cette structure hier au fin de trouver une solution à la tension qui y sévit. Un comité de suivi chargé de diligenter les opérations devra conduire à la sortie de crise justement au Madjeni, crise justement liée à une grève des employés. De ce côté, les éditeurs du manuel scolaire qui montent également au front pour tenter de rassurer quant à la disponibilité du manuel scolaire pour la prochaine rentrée scolaire. Les listes des manuels de l'année scolaire 2021-2022 signées du ministère de l'Éducation de base et du ministère des Enseignements secondaires ont été publiées 6 mois avant la prochaine rentrée, laissant aux éditeurs un temps largement suffisant pour les produire et les rendre disponibles à temps. Il s'agit d'un important marché dominé par des éditeurs nationaux dont la qualité des produits se bonifie d'année en année. La sortie du professeur Marcelin Vunda et toi, allez dans les colonnes du journal Le Messager de ce jour et la une principale de ce quotidien nous parle de la Cannes Total Énergie 2021. Le journal nous livre ombres et lumières sur la signature de l'accord cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, alors que le président de la Confédération africaine de football est annoncé dans les prochains mois pour parapher ce document juridique qui encadre l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun. L'incertitude continue d'envahir les esprits. Les détails avec Christian Chapmi en page 11 du Messager de ce jeudi. Le Cameroun Matin est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire nous reparle du Covid guide au Cameroun et de la sortie de la Chambre des comptes en relation avec la présomption d'innocence. Le journal constate tout simplement que 2 ministres de la République ont été jetés à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Le tribunal populaire qui a vite fait de condamner 2 membres du gouvernement sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr du ministre de la Santé publique et celui de la Recherche scientifique et de l'innovation qui sont les vedettes malgré eux du premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Un acharnement qui est loin d'être justifié quand on sait que ces derniers n'ont pas eu droit au contradictoire jusqu'au mois de mars où ce rapport d'étape a été acheminé à la présidence de la République. Mais pourquoi seulement passer 2 ministres à la guillotine alors que plusieurs sont indexés, s'interroge le Cameroun Matin. C'est une autre curiosité de ce rapport qui certainement, dans la logique du bouc émissaire, s'est étrangement retrouvé dans les réseaux sociaux
alors qu'il est censé avoir un caractère inquisitoire, c'est-à-dire secret et même discret, écrit donc le journal Le Cameroun Matin qui se pose des questions sur cette pratique aujourd'hui. Le journal parle également du Conseil national des chargeurs du Cameroun et le groupement interpatronal du Cameroun qui marchent désormais main dans la main. Le Conseil national des chargeurs du Cameroun qui est donc chargé d'effectuer des opérations d'importation et d'exportation de manière rapide, fluide, quel que soit le mode de transport choisi, à un coût optimal d'ailleurs. C'est en cette qualité que le Conseil a reçu le 24 mai dernier une importante délégation du groupement interpatronal du Cameroun. Et bien avant le JICAM, le CNCC avait reçu la marine marchande en avril dernier en son siège à Douala pour jeter les bases d'une future collaboration. La séance de travail avait alors réuni Auguste Bapependa, directeur général du CNCC, et le capitaine de la marine Christophe Nzana-Vondok, commandant de la base navale de Douala qui dirigeait la délégation de la marine nationale. Les officiers de la marine nationale se sont engagés à enrichir le simulateur de navigation du musée maritime de Douala, seul simulateur ouvert au public dans un musée de toute l'Afrique subsaharienne. Les détails de ce partenariat à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Cameroun Matin, paru ce jeudi. Horizon Magazine est en kiosque aujourd'hui. Le journal Horizon Plus qui nous reparle du Covid-19 et une confusion née du rapport de la Chambre des comptes, confusion depuis quelques jours qui a donc mis clou au pilori un homme. Aboubakar Sidiki n'est pas Aboubakari Sidiki. Le journal tient à faire la précision ce matin. Depuis la publication sur les réseaux sociaux d'un communiqué indiquant plutôt toutes les entreprises qui ont gagné des marchés pour l'acquisition des équipements de consommables de la réalisation des prestations dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte nationale contre le Covid-19. Ça va dans tous les sens. Les citoyens honorables sont pourfendus par des procureurs autoproclamés pour un oui ou pour un non. Le cas d'Aboubakari Sidiki est un véritable cas d'école. Dans le document officiel, on retrouve effectivement un nom, Aboubakar Sidiki, qui a gagné à lui tout seul plus de 6 marchés avec 3 entreprises lui appartenant pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA, pendant que l'heureux milliardaire coule des jours heureux ou anxieux, écrit le journal. Des kidams s'en prennent méchamment à une autre personne, Aboubakari Sidiki, qui n'a rien à voir dans cette affaire. Aussi, des sources proches du dossier assurent que M. Aboubakar Sidiki, dont il est question dans le communiqué, est un homme d'affaires proche d'un membre du gouvernement. Les détails à retrouver dans le journal Horizon Plus en kiosque aujourd'hui. On termine avec Telegram News. Telegram News, le journal de Dimitri Amba, l'hebdomadaire qui est en kiosque ce jour, nous ramène à Baganté dans le département du Ndé, région de l'ouest du Cameroun, et donne la parole au nouveau maire de la commune d'arrondissement de Baganté. Le maire, dans une interview dans le journal Telegram ce jour, se prononce sur les défis qui l'interpellent, les leviers sur lesquels l'exécutif devra s'appuyer pour impulser le développement, la place des jeunes et des femmes, mais surtout les priorités de l'heure. Eric Niat invite la diaspora et toutes les forces vives à participer au développement local du département de la ville de Baganté, du département du Ndé, même en général. Les détails à retrouver dans les colonnes donc de Telegram News en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup Michael. On va dire la dernière pour la route sera donc demain. Il sera exactement 7 heures, 1 heure de moins en temps universel, on va dire au-delà de nos frontières. L'annonce de son retour a donc divisé l'opinion publique il y a quelques temps encore en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui est donc de retour aujourd'hui en ce 17 juin 2021, comme l'annonçait annoncé justement il y a quelques temps, après 10 ans, donc 10 ans après son absence, et on va dire à peine 3 mois après son acquittement par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, après que le président Alassane Ouattara ait donc donné le feu vert. Alors la question, c'est quel avenir politique pour Laurent Gbagbo? A-t-il des chances de rebondir sur la scène politique? Difficile de le dire pour l'instant, mais les confidences de quelques-uns de ses proches font état de ce que l'ancien président Laurent Gbagbo fera bien la politique naturellement, parce qu'à la question de savoir que fera-t-il dès son retour en Côte d'Ivoire, adoptera-t-il une posture de gardien de la morale ou alors de politicien
de politiciens agissant sur le terrain. Nombre de ses proches parlent d'un Laurent Gbagbo déterminé, bien sûr, à poursuivre avec la politique. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait le mieux avec le FPI, la formation politique qu'il a créée, lui-même et ses partisans qui l'appellent effectivement à se représenter d'ailleurs lors des futures échéances électorales. Des appels du peuple qui n'ont pas encore obtenu de réponse à l'heure où nous parlons effectivement. Mais, je le disais tout à l'heure, des confidences de nombre de ses proches font état de ce qu'il fera à la politique naturellement. Mais dans un souci de réconciliation des Ivoiriens, on sait la crise post-électorale 2010-2011 a créé de nombreuses blessures, des plaies qui sont encore saignantes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des gens qui ne se sont pas totalement réconciliés, la rancune, la vengeance qui est encore dans les têtes de nombre d'Ivoiriens effectivement. Il faut tout faire pour calmer les tensions précisément et c'est d'ailleurs ce qui a entouré le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui a fait l'objet de plusieurs disputes entre le pouvoir en place et les partisans de Laurent Gbagbo, certains qui voulaient un retour en catimini, d'autres qui voulaient une fête populaire carrément pour accueillir l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Tout compte fait, il arrive aujourd'hui sur place en Côte d'Ivoire, il sera accueilli au pavillon présidentiel, on l'a dit, de l'aéroport de Côte d'Ivoire effectivement. Et par la suite, que fera-t-il dans les prochains jours, dans un futur proche? Difficile de le savoir à l'instant actuellement et ses partisans évoquent le fait que le simple fait de retourner en Côte d'Ivoire, c'est déjà une grande victoire, c'est déjà la plus grande chose. Et lui qui rentre tête haute parce qu'ayant été acquitté, blanchi, on va le dire ainsi, par la Cour pénale internationale pour ces accusations qui pesaient contre lui, crimes contre l'humanité et bien d'autres. Donc, c'est un homme qui est déterminé, bien sûr, à faire de la politique avec une formation politique FPI, GOR, FPI Gbagbo, rien qui lui est acquise aujourd'hui. Et une autre branche, bien sûr, du FPI conduite par Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien secrétaire général de cette formation politique. Mais est-ce que Gbagbo s'emploiera à réconcilier les deux branches? C'est un autre défi effectivement pour l'ancien président qui doit s'employer à réconcilier ces deux factions pratiquement de la formation politique, le FPI aujourd'hui. Eh bien, on ne peut pas envisager qu'il se mette à l'écart de la politique. Quoi qu'on dise, il fera de la politique, même s'il faut être acteur sur le terrain pour prôner la réconciliation des Ivoiriens. Ce sera encore de la politique naturellement, mais une chose inquiète nombre d'observateurs aujourd'hui, c'est que depuis la crise post-électorale de 2010-2011, le président Ouattara au pouvoir en ce moment et Laurent Gbagbo ne se sont pas parlé. Même jusqu'au retour actuel, les deux présidents ne se sont pas parlé et ça inquiète nombre de personnes qui se demandent comment la réconciliation pourra se faire entre les deux acteurs majeurs de la crise post-électorale de 2010-2011 si les deux ne se parlent déjà pas, comment la réconciliation sera faite. Mais bon, nombre d'observateurs et des proches, une fois encore, du président Gbagbo rassurent de ce que les discussions sont en cours, peut-être une rencontre dans les prochaines semaines, jours, mois à venir entre les deux présidents. Pourquoi pas pour jeter les bases de cette réconciliation tant prônée, tant attendue en Côte d'Ivoire. Ce serait de bonne guerre, naturellement, pour le peuple ivoirien. Ironie du sort, si aujourd'hui le président Ouattara allait accueillir le président Laurent Gbagbo, ce serait quand même une certaine marque de réconciliation. Donc ça n'est pas prévu, ça n'est pas prévu de toutes les façons et le gouvernement lui-même ne prendra pas part, ne sera pas présent à l'aéroport pour le retour de Laurent Gbagbo. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, l'a suffisamment dit. Donc ce sera un retour avec les partisans. Et la précision a été faite. Le retour de Laurent Gbagbo, c'est comme le retour d'un citoyen simple en Côte d'Ivoire, naturellement, bien qu'il soit ancien président de la République. Donc le gouvernement n'y sera pas, mais le gouvernement a pris toutes les dispositions, on l'a suffisamment dit ici encore, il y a quelques jours, toutes les dispositions pour que son retour se passe dans de très bonnes conditions et que son arrivée en Côte d'Ivoire, son séjour, alors sa vie en Côte d'Ivoire se passe de façon aussi paisible, bénéficiera, on l'a encore dit dernièrement ici, de tous les avantages liés à la fonction d'ancien président de la République. Le logement a été trouvé par le gouvernement lui-même et bien d'autres. Donc c'est un retour assez paisible quand même et l'on espère tout simplement que tout se poursuive dans cette paix qui peut aller dans la voie, bien sûr, de la réconciliation des Ivoiriens après les événements
de 2010-2011 qui ont quand même fait 3000 morts. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Absolument. En tout cas, ça reste un geste très très fort venant du président Alassane Ouattara au nom justement de la réconciliation. Comme il l'a dit, vous avez le clin d'œil particulier d'un grand fidèle de l'émission. Il nous regarde quelque part à Yaoundé, M. Hassan Gilbert. Et par-dessus tout, est-ce que ça vous est arrivé de planter un arbre depuis votre enfance? Un arbre, oui, un arbre fruitier. Lequel? Un arbre fruitier, un manguier. Wow, en plus. Ouais, il y a. C'est cool. Ça doit faire 3 ans maintenant. Ouais, grandi. Et vous y êtes retourné super. pour voir jusqu'à quel niveau Oui, ça se passe bien. Il faut arroser de temps en temps, naturellement. Ah, ok. Il faut y ajouter un peu de fumier et tout pour espérer que l'arbre grandisse sans problème. Là, c'était un arbre fruitier. C'est déjà un arbre. Vous m'avez dit? Oui, non, pas tout de suite. Parce que 3 ans, c'est quand même encore un peu. Ça ne pose pas encore de C'est pas assez fruits. long, oui? Non, pas encore. D'accord. Actuellement, ça prend beaucoup de temps encore pour grandir. Je crois qu'il faut beaucoup plus d'années pour que l'on ait un arbuste et qu'on passe à un arbre qui commence à produire des mangues. D'accord. On aimerait que vous nous fassiez la promesse les premiers fruits, en fait, nous les apporter, en fait. Mais écoutez, ça nous ferait vraiment plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci. super. En tout cas, faites comme Michael, n'hésitez pas à planter un arbre parce que c'est un geste fort justement pour lutter contre le réchauffement climatique. On sait que l'un des facteurs majeurs, en fait, c'est la désertification, la déforestation, la sécheresse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la désertification et bien sûr la sécheresse. Mais là, on vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous le souhaite également, À Patricia. demain. À demain. À demain avec le Merci. même plaisir. Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dans les kiosques pour avoir la quintessence de toutes ces informations parues dans les journaux encore ce matin. On va marquer un léger break. On revient tout juste derrière pour partager avec vous les différents événements qui ont marqué l'histoire du monde. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite.